Bonjour. Il y a une petite phrase en Python qui, une fois qu'on la comprend vraiment, ça change complètement notre façon de voir le code. C'est un principe de base, un pilier, qui explique en grande partie l'élégance et la puissance du langage. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et voilà, la phrase en question. C'est la clé de tout. Cette affirmation, qui a l'air toute simple, c'est en fait le point de départ de notre enquête. Ce n'est pas juste un détail pour les puristes, non, c'est le principe qui unifie absolument tout le langage. Ok, c'est une belle phrase, c'est une belle idée. Mais concrètement, dans le code de tous les jours, ça veut dire quoi? Comment est-ce que ça se manifeste? C'est ce qu'on va découvrir, pièce par pièce. Allez, c'est parti pour notre enquête. Et la meilleure façon de comprendre ce principe, ce n'est pas de lire des tonnes de définitions, non. C'est de regarder les preuves, qui sont cachées juste sous nos yeux, directement dans le code. Pour commencer, il faut voir que Python est un peu différent de beaucoup d'autres langages. Souvent ailleurs, un nombre comme 42, c'est juste une valeur primitive, une donnée brute, sans plus. Mais en Python, il n'y a pas de valeur nue. Chaque information, même la plus simple, est soigneusement emballée dans une sorte de boîte à outils intelligente, un objet. Prenons notre premier indice, le nombre 42. Si on demande à Python ce que c'est, il ne nous dit pas juste « c'est un nombre ». Il nous dit que c'est une instance de la classe int. Et parce que c'est un objet, il est livré avec des outils. Par exemple, on peut lui demander directement sa longueur en bits avec .bitlength. Ce n'est donc pas juste une valeur passive, c'est une entité active. On continue avec une chaîne de caractères, comme Python. Et là, surprise, ou plutôt pas de surprise, on retrouve exactement le même comportement. C'est un objet de la classe string. Et donc, on peut utiliser la même syntaxe avec un point pour accéder à ses propres outils, comme la méthode .uprert. C'est cette cohérence qui rend le langage si agréable et prévisible. Donc, première conclusion de notre enquête, c'est clair et net. Qu'on manipule un nombre, un texte, un booléen, une liste, le principe est toujours le même. En Python, chaque morceau de données est un objet à part entière, avec son propre type et ses propres capacités. D'accord, pour les données, c'est entendu. Mais qu'en est-il des fonctions? Ces blocs de code qui, justement, agissent sur les données. Sont-elles, elles aussi, des objets? Là, l'intrigue se corse un peu. On pourrait logiquement penser qu'une fonction, c'est différent. C'est juste une série d'instructions, une recette de cuisine à exécuter. C'est une action, pas une chose. Ça semble fondamentalement différent d'une donnée comme le nombre 42. Mais en Python, cette frontière est beaucoup plus floue qu'on ne le pense. Et voici la révélation. Quand on définit une fonction, on ne crée pas juste une série d'instructions, on crée un véritable objet, une instance de la classe function. Ça veut dire que le nom de la fonction, ici salué, n'est en fait qu'une variable qui pointe vers cet objet fonction. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change tout. Puisqu'une fonction est un objet comme un autre, on peut la manipuler. On peut la mettre dans une autre variable, la stocker dans une liste, et surtout, on peut la passer en argument à une autre fonction. C'est de là que viennent des concepts hyper puissants comme les décorateurs. C'est une flexibilité absolument incroyable. Bon, on a vu que les données sont des objets. On a vu que les fonctions sont des objets. On pourrait croire qu'on a fait le tour. Mais il reste une dernière frontière à explorer. Le secret le mieux gardé de Python. On sait tous qu'une classe, c'est un plan, un moule pour créer des objets. Logiquement, on se dit que le plan et la création, ce n'est pas la même chose. Mais Python, comme souvent, nous réserve une dernière surprise assez vertigineuse. Voici notre dernier suspect. Une classe personne. Toute simple. C'est le plan qui nous sert à fabriquer des objets de type personne. C'est notre dernière pièce à conviction. Attention, la question est subtile. Quand on écrit P égale personne Alice, il est évident que P est un objet. Ça, c'est la base. Mais la question est, qu'est-ce que personne lui-même, le mot, le plan, avant même qu'on s'en serve pour créer une instance? Est-ce que le moule est lui aussi un objet? Et la réponse est oui, un grand oui. C'est assez fou quand on y pense, mais la classe personne, le plan, est elle-même un objet. Et son type, c'est la classe type. Pour bien comprendre, si une classe est un moule à objet, alors type est le moule à moule. C'est le mécanisme ultime qui permet de créer les classes elles-mêmes. La boucle est bouclée. D'accord, le mystère est résolu. En Python, vraiment, tout est un objet. Mais au-delà de la gymnastique intellectuelle, pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien en écrivant du code? En fait, ce principe nous donne 4 super pouvoirs. D'abord, la cohérence. La même syntaxe, objet, point, attribut, fonctionne partout. Ensuite, la flexibilité. On peut passer n'importe quoi en paramètres de n'importe quoi d'autre. Ça ouvre la porte à une immense puissance, avec des fonctionnalités avancées comme la métaprogrammation. Et enfin, l'introspection, la capacité d'examiner et de questionner n'importe quel objet pendant que le code tourne. Finalement, tout se résume à cette idée aussi simple qu'élégante. En Python, chaque morceau d'information, chaque bout de code n'est pas juste une valeur isolée, c'est une entité complète, un objet avec une identité, un type et un comportement.
Et c'est cette uniformité qui fait toute la beauté et la force du langage. Et pour finir, une question pour la route. On vient de voir comment le principe « tout est un objet » change complètement la donne. Mais quelle autre règle d'apparence toute simple en Python, comme par exemple ce que fait vraiment le signe égal lors d'une assignation, cache en réalité une profondeur et des conséquences tout aussi surprenantes? L'enquête ne fait que commencer.